On est tous réunis ce soir pour la lecture de scénario, l'atelier d'écriture de scénario est l'un des ateliers de pratique artistique organisés par le service d'action culturelle de la Sorbonne Nouvelle, parmi d'autres ateliers. Et je laisse la parole à Karen qui anime cet atelier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Karen Guillorel, je suis scénariste et réalisatrice. Ça fait depuis 2013 que cet atelier existe grâce à l'action culturelle. Et j'accompagne depuis 2013 7 à 9 étudiants par an pour écrire leur premier court-métrage la plupart du temps. Certains de ces courts-métrages sont réalisés, ça dépend des étudiants, et bénéficient notamment de bourses du FSDIE et du Crous pour ce faire. C'est une vingtaine d'heures d'accompagnement qui consiste pendant l'écriture, à beaucoup échanger en groupe. C'est-à-dire que durant l'atelier, les films ne sont pas écrits, ils sont débriefés ensemble avec tous les étudiants qui s'aident mutuellement les uns et les autres pour faire avancer les projets. Donc, c'est des manières de fonctionner qui sont très fraternelles. Et cette année, c'est une année un peu exceptionnelle parce qu'on a tout fait sur Zoom. Et paradoxalement, alors que c'est une difficulté, ça fait partie des années qui ont été extrêmement fructueuses en termes de résultats, de qualité de scénario. Donc, c'est un grand plaisir d'avoir accompagné les étudiants de cette année. Et c'est un grand plaisir aussi d'entendre la lecture qui va avoir lieu ce soir, même si ça se fait dans des conditions particulières et qu'on pourrait considérer un peu folkloriques aussi. Alors, nous allons entendre ce soir, dans l'ordre suivant, le film La Rambarde de Marius Descurnage, numéro 26 de Bélia Taïfon, puis La peau trop sombre de Evan Selton, Cri du cœur de Clotilde Athanase, Liberté conditionnelle de Félix Masson, Du bout des doigts de Manon Cribelier, Obsession de Yuan Shisu et Wide de Sean Nam. Pour ce faire, les étudiants de l'atelier ont engagé des comédiens, comédiennes, apprentis, professionnels, étudiants ou amis, tout simplement, pour faire la lecture, ce qui leur permet d'écouter pour la première fois réellement une version 1 de leur scénario dite par d'autres. Donc ça leur permet aussi de corriger leur scénario, ce qui veut dire qu'ils bénéficient aussi des retours de cette lecture pour continuer leur travail. Voilà, alors Marius, je vais te donner la main. Est-ce que tu peux commencer? C'est pour ton projet, donc La Rambarde. Oui, vous m'entendez? Oui, donc je m'appelle Marius Descournage et je suis en master de cinéma à Paris 3 et j'ai écrit voilà ce court-métrage qui s'appelle La Rambarde. J'ai pas trop de choses encore à dire, mais je vous souhaite une agréable lecture. Et voici mes comédiens. Benjamin, la quarantaine, est posté devant son bureau. Il a les Attends, Alice, cheveux. présente-toi avant. Dis, je suis Alice Vieilly. Je m'appelle Alice Vieilly, je suis étudiante en cinéma à Paris. Je m'appelle Pauline Bélier et je suis étudiante en théâtre. Bonjour, je m'appelle Paul et je jouerai le rôle de Benjamin. Et moi de Adèle Et je serai la narratrice. On commence. On peut commencer, Marius? Okay. Benjamin, la quarantaine, est posté devant son bureau. Il a les cheveux grisonnants, le teint pâle. Il est en costard et est rasé de près. C'est un homme simple et blasé. Il fixe le vide. Le téléphone de son bureau sonne. Benjamin sort de ses pensées. Au lieu de décrocher, il se lève lentement, enlève ses lunettes de vue et sa montre et les pose sur son bureau. Il enfile sa veste de costard avec soin. Benjamin est de marbre. Benjamin s'engage d'un pas déterminé entre les allées de bureau. Il arrive devant l'ascenseur, dont les portes s'ouvrent automatiquement à son arrivée. Il monte dans l'ascenseur, appuie sur un étage et les portes se ferment. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Benjamin reprend sa marche rythmée.
Il ouvre une porte et se retrouve sur le toit de l'immeuble. Sans s'arrêter, il avance jusqu'à la rambarde de sécurité, qu'il enjambe avec facilité. Debout sur le rebord de l'immeuble, il regarde le vide. Benjamin sort enfin de sa passivité. Il reprend de grandes expirations. Il tremble, il s'apprête à sauter. Mais quelques mètres plus loin, également devant le vide, se tient Adèle, jeune femme d'une vingtaine d'années, qui s'apprêtait elle aussi à sauter de l'autre côté du toit. Adèle est habillée avec l'uniforme coloré d'une chaîne de restauration. Elle a le regard triste. C'est une jeune fille volubile qui sait faire preuve de sang-froid. Et Benjamin sursaute de surprise et trébuche presque. vous, là-bas, Benjamin se retourne vers Adèle lentement. qu'est-ce que vous comptez faire là? Je... C'est pas vrai? Mais on peut même plus se suicider tranquillement maintenant? Vous aussi, vous êtes en train de gâcher mon moment, je vous signale. Mais j'étais là avant, revenez demain. Et ne me donnez pas d'ordre. J'ai fait mon choix. Adèle, à tâtons, avance vers Benjamin en longeant la rambarde de sécurité. Écoutez, je suis sûre que vous avez vos raisons et que vous pensez que votre heure a sonné. C'est évidemment prématuré. Benjamin la fixe, arrivé à côté de lui sans faire attention à ses paroles. Attention au vide. Faire attention au vide? Mais pourquoi? Mon but est justement d'y tomber. Benjamin souffle, essaye de reprendre son calme. Vous êtes un peu sadique quand même. Avoir le vertige et vouloir mourir en sautant? Arrêtez donc de vous faire du mal. Allez vous pendre dans les toilettes, nous y gagnerons tous les deux. Justement, j'aimerais ressentir quelque chose de fort. Pour une fois. Vous êtes vraiment un amateur. Tout le monde est un amateur devant la mort. Eh bien non. Ça fait plusieurs semaines que je fais des repérages, que j'ai choisi ce toit du côté du coucher de soleil, que j'ai choisi cette date. Vous n'y connaissez vraiment rien. Je suis sûre que vous n'avez même pas laissé de lettres à vos proches. Mais pour qui tu te prends? Je prendrai pas les conseils d'une gamine de 20 ans. J'ai personne à qui écrire, moi. Regarde comment t'es ridicule. Tu sais même pas ce que c'est que la vie et tu veux mourir? Et tu crois que je vais te laisser faire? Le visage d'Adèle se ferme. Elle enjambe la rambarde et se place derrière Benjamin. Elle le saisit fermement par l'arrière du col et le tire violemment sur le toit. Benjamin s'étale au sol. Adèle s'accroupit à côté de la tête de Benjamin. Je t'interdis de me paterner, tu m'entends? Personne n'en a plus le droit maintenant. C'est pas un petit con sorti d'une école de commerce qui va me dicter ce que je dois faire avec ma vie. Tu me dégoûtes. Tu pues l'égoïsme. Adèle tourne le dos avec mépris à Benjamin. Elle retourne de son côté du toit, en face du soleil qui commence à se coucher. Benjamin se relève. T'avais qu'à me pousser quand t'en avais la chance, si je te dégoûte autant. Adèle ne répond pas. Et si tu veux diriger ta vie, pourquoi tu baisses les bras? Regarde comment t'es lâche. Adèle, toujours dans l'émotion, ne répond pas. Elle sort une cigarette qu'elle prend en bouche. Benjamin vient lentement se placer à côté d'elle. Adèle le regarde, fouille dans sa poche et lui tend aussi une cigarette. Benjamin refuse de la tête. Qu'est-ce que t'as à perdre? Benjamin prend la cigarette, il l'allume. Benjamin toussote en fumant, Adèle sourit. Tu sais que j'ai toujours l'intention de sauter? Moi aussi. Tu sais que je vais pas te laisser sauter. Je ne sauterai pas après toi. J'ai tout mon temps. Personne ne remarquera mon absence. Adèle sort son téléphone portable de sa poche et le jette devant elle dans le vide. Moi non plus. Adèle saisit alors la barrière et avance son buste vers le vide. J'en ai marre de me réveiller tous les jours pour aller à ce boulot de merde. Essaye, tu verras, ça fait du bien. Je déteste mon patron! Je déteste les clients mal polis. J'en ai marre du métro! Des heures de pointe! J'en ai marre des conseillers d'orientation. Je ne veux pas me transformer en machine! Je te déteste. Je te déteste! Le soleil se couche sous ses cris. La ville scintille sous ce dernier rayon. Soudainement, la ville se craquelle, s'effrite et se désintègre progressivement, comme si elle se mangeait elle-même. Benjamin et Adèle, silencieux, sont tous les deux côte à côte dans le ciel. Ils contemplent le vide du paysage. Ils s'élèvent lentement, plus haut, comme des ballons remplis d'hélium, jusqu'à ne plus être visibles. Bravo. À toi, Bélia. Ok, bon bah du coup je m'appelle Bélia, je suis étudiante à Paris 3 en L1 de cinéma audiovisuel. Le scénario que j'ai créé il s'appelle Numéro 26 et voici mes comédiens.
Alors du coup, moi c'est Lucia et là je vais lire le rôle de la narratrice. Moi, c'est Maël et je vais lire le rôle de Dario. Moi, c'est Antoine et mon rôle sera l'inconnu numéro 2. Moi, c'est Niamey et mon rôle, c'est l'inconnu numéro 1. J'attends ton signal, Bélia. Désolée. Non, allez-y. Alors, les inscriptions en gras apparaissent en bas de l'écran. Elles informent de la localisation et de l'époque dans lesquelles prend place l'histoire. Extérieur, plaine déserte, jour. En gras, Mont K de l'astre de Lielos, 1142 après sa découverte. La plaine est faite d'herbes sèches et de roches. Il n'y a pas d'arbres ni d'animaux à l'horizon. Un homme y marche. Il porte comme un sac à dos une machine rectangulaire qui gronde. Elle est similaire à celle que porterait un cosmonaute dans son dos, mais beaucoup plus petite. Lui est habillé d'une combinaison blanche, large, reliée à 2 tubes transparents qui lui rentrent dans le nez. Il a des bottes aux pieds et son accoutrement est égayé par la présence de 2 fleurs en plastique dans sa poche abdominale droite. Il jette un œil à sa montre, plusieurs fois. Ses yeux s'agitent dans tous les sens. Son torse monte à vive allure et il se gratte le bras. Il s'imagine que sa machine cesse de marcher, et ce, alors qu'elle gronde dans son dos. Alors, il pose un genou à terre, et finalement attrape sa machine entre ses mains. Il appuie, les sourcils froncés sur quelques boutons, puis une expression rassurée apparaît sur son visage. Il la remet à sa place. Extérieur, carcasse métallique jaune. Son chemin continue, et il arpente la plaine. Au loin, une carcasse métallique rectangulaire apparaît, plantée dans la terre. L'objet est lisse et peu épais, mais très grand, proche des 3 mètres. Cela ressemble au morceau de fuselage d'une fusée ou d'un avion. Il s'en rapproche et l'observe sans le toucher. Rapidement, il en fait le tour. Des squelettes amassés sur le sol, à côté de l'objet. Au dos de l'objet se trouvent des inscriptions. Plus précisément, des noms qu'il regarde avec attention. Il les touche avec sa main. Ernesto Gamas, Lola Wilson, Zineb Gaza. Sa main passe sur l'un d'entre eux, Dario Rosajas, et s'arrête brusquement. Il fronce les sourcils lorsqu'il voit son nom, puis jure dans sa barbe. D'un geste frénétique, il sort un papier et un stylo à encre invisible. Les fleurs tombent de sa poche dans son action. Sur le vieux papier est écrit une liste de mots. Chaque énoncé commence par monde, suivi d'une lettre de l'alphabet, et accompagné de coordonnées scientifiques. Monde A, monde W et monde K sont déjà raturés. Sa main tremble, froissant le papier. Son stylo, lui, reste immobile. Finalement, il n'écrit rien, range le papier dans sa poche en soupirant de désespoir. Quand il se décide à ramasser ses fleurs, ses yeux accrochent un objet scintillant parmi les os des squelettes. Curieux, il désencombre la zone pour pouvoir l'attraper et le prend entre ses doigts. C'est un pendentif en faux or. Il détaille du regard le trésor entre ses mains, sourcils froncés. Sa main tourne le pendentif et découvre au dos une inscription. Maman, Dario et moi. Avec précipitation, il ouvre le pendentif et observe la photo sous ses yeux. Immobile, dans un geste mécanique, il compare le pendentif avec celui qu'il a autour du cou. Derrière le sien est écrit « Maman, Dante et moi ». Les photos, elles, sont identiques. Ses yeux se dirigent sur l'amas de squelettes. Il y en a au moins 3. Dario pleure et essaie maladroitement d'essuyer ses larmes. Content de te revoir, mon frère. Dans un murmure. 3 silhouettes silencieuses s'approchent au loin, floues. Elles marchent vers lui. Il ne les remarque pas, trop accablé par sa tristesse. Ce sont 2 hommes et une femme, de taille moyenne. Ils se postent devant lui. Leurs combinaisons sont noires. L'un d'entre eux porte dans le dos une machine similaire à celle de Dario. La femme, située au milieu, porte une arme, un revolver. Son canon est plus large qu'un revolver normal. Son manche, lui, est transparent. Diverses alimentations reliées entre l'arme et le poignet de son possesseur le traversent. Elle pointe d'ailleurs son revolver dans sa direction. Alors Dario relève la tête et se calme immédiatement. Il les fixe ahuri et apeuré. Inconnu de la robotique, sa main ramène son arme contre sa poitrine visible. Agent H, 0 et S, équipe numéro 3 d'intervention spéciale du secteur 1,
élite de l'agence Introbis, nous avons été envoyés depuis plusieurs mois à votre recherche. L'un des inconnus, celui le plus à droite, sort un objet high-tech long et fin. Il clique sur un bouton et l'objet devient un petit écran de tablette. L'écran est légèrement flou. On ne peut distinguer ce qu'il y a écrit dessus. L'inconnu 2 fait défiler l'écran sous ses yeux, horizontalement. Il lit les informations écrites à voix haute. Criminel numéro 79, appelé par ses congénères, Dario Rosayas, est accusé d'avoir voyagé dans le temps de façon illégale et d'avoir perturbé l'histoire des époques du XIVe, XIXe siècle après Jésus-Christ et celui du IIe siècle avant Jésus-Christ. Criminel numéro 79 est donc accusé d'être en partie responsable de la pluralité dimensionnelle. Dario essaie de se relever, mais l'inconnu 3 le maintient au sol en attrapant son épaule. Vous vous trompez. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je pratique le voyage interdit. L'inconnu 2 le coupe et le regarde tout en continuant de faire défiler son écran. Ce que vous appelez, vous et les gens de votre époque, voyage interdimensionnel est en réalité le voyage à travers le temps. L'ingurgitation de l'argent, qui permet le voyage interdimensionnel, efface la capacité du cerveau à reconnaître un endroit à partir d'un apprentissage superficiel. D'autant que la définition des mondes parallèles, comme ressemblant énormément aux nôtres, agrandit cette confusion. Depuis le début, vous ne cessez de confondre les deux. Vous causez l'instabilité temporelle. Dario reste silencieux, les yeux écarquillés sur son interlocuteur. Il bafouille sans dire grand-chose. L'inconnu 2 s'arrête sur une page de son écran. Des images apparaissent au-dessus de ce dernier. Par vos agissements égoïstes, vous avez changé le cours du temps. 2e siècle avant Jésus-Christ, tu demandes des informations sur ton frère à un jeune groupe de philosophes. Pendant cette discussion, ton arme à feu se retrouve sans surveillance. Et des jeunes autochtones qui passent par là, curieux, l'examinent et tirent même sur un passant avec. De ce fait, 2e siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Parthe perd l'un de ses empereurs brutalement et sombre dans une instabilité politique, ce qui aboutira à son effondrement. Dario le fixe sans un mot et garde une posture solennelle. L'inconnu 3, derrière lui, serre ses épaules, l'invitant à rester calme. L'inconnu 2 fait encore défiler son écran. Crime suivant, milieu du XIVe siècle. Vous avez sauvé d'une tentative d'assassinat Maria. Dario relève la tête à l'entente de son prénom. Ses sourcils se froncent et ses yeux fixent le vide. Une jeune paysanne dont vous étiez épris. Seulement après votre soudaine disparition, cette dernière se retrouvera à la tête d'une rébellion pour détrôner le roi et autres personnalités nobles et royales. Le pays basculera dans le chaos déjà terrassé par la peste noire. D'autres pays prendront l'exemple sur la France. L'Europe tout entière se fera envahir par l'Empire ottoman quelques décennies plus tard. Il fait à nouveau défiler son écran, puis se gratte le nez. Dario déglutit et baisse la tête, honteux. Crime suivant, début du 19e siècle après Jésus-Christ. Tu perds quelques pages volantes issues de ton petit carnet qui répertorie les avancées technologiques du monde lors de ton passage ici. Certes, à cause d'une tempête, elles finiront illisibles. Néanmoins, le scientifique de la garde révolutionnaire du pays réussira à les récupérer. Monsieur Saang mettra au point une arme biochimique qui, utilisée hasardeusement lors d'une révolte, finira par détruire le monde. Il éteint sa tablette et la range, puis regarde autour de lui. C'est sur ce monde que nous nous trouvons actuellement. Pour ces diverses raisons, nous sommes chargés d'endiguer la menace que vous représentez. Dario dans un murmure en serrant les pendentifs qu'il tient dans ses mains. Je voulais seulement retrouver mon frère. Selon l'article 3 du Code des lois sur le respect de la stabilité temporelle, votre excuse est refusée. Le criminel numéro 79 ne bénéficiera pas de la présomption d'innocence ni d'un jugement à la cour martiale de l'agence temporelle Interobis. De ce fait, votre jugement revient au commandant en chef du groupe d'intervention qui vous a trouvé. En tant que commandant en chef, moi, l'agent S, estime que le coupable obtiendra une peine de catégorie A, soit la peine de mort. On lui prend sa machine portable. Il se laisse faire, les bras ballants. L'inconnu 1, armé, enlève la sécurité et braque son revolver sur l'homme. Les alimentations situées dans le manche de son arme se remplissent d'un liquide noir. Les deux autres se placent aux côtés de Dario. L'un d'entre eux se penche et lui chuchote sur un ton robotique une comptine pour enfants à l'oreille. En gras, Terre version numéro 26, année 2165. Dario la chante avec l'inconnu. Une voix d'enfant se rajoute à eux, après avoir interpellé Dario. Bravo, superbe. Merci beaucoup à vous.
Maintenant, ça va être le tour d'Evan et de ses comédiennes et comédiens. Bonjour, je m'appelle Evan Selton, je suis en première année de cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Mon scénario s'intitule La peau trop sombre et mes comédiens sont Julie, Clarisse et Félix. Bonjour, je m'appelle Julie et je vais interpréter le rôle de Marie. Bonjour, je m'appelle Clarisse et je vais interpréter le rôle du narrateur. Bonjour, je m'appelle Félix et je vais interpréter le rôle du directeur. Clarisse, tu peux te reculer un peu si tu veux. Ok, bah c'est parti. Cérémonie des diplômes. Installation. Le 29 mai 1968, dans le jardin de l'Université de Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, tous les parents et les étudiants se rejoignent, créant ainsi une foule euphorique et effervescente. Chaque étudiant, vêtu d'une toge, d'une toque, carré bleu et noir, se sépare de sa famille pour regagner sa place sur les bancs de l'université. Les parents, avec des visages heureux et fiers, se rangent derrière. Au contraire, les étudiants qui se réunissent ensemble devant, rangée par rangée. Lorsque chacun est bien installé, un silence s'installe, permettant ainsi au directeur de l'université de s'exprimer. Le directeur se lève, s'approche du pupitre avec enthousiasme. Le directeur. James Smith, Peter Moore, David Jones, William Brown, Jeffrey Davis, Gary Taylor, Beth Miller, Steve Wilson. Tous les étudiants se lèvent de leur place tour à tour et se succèdent sur l'estrade pour recevoir leur diplôme, avec des sourires triomphants. Mary, une jeune afro-américaine âgée de 20 ans, reste la seule à ne pas avoir gravi l'estrade. Assise sur le banc, à côté de ses camarades de classe, ses pieds tapotent le sol, en signe d'excitation et d'impatience. Elle arrache méticuleusement avec ses dents des bouts de peau, ce qui traduit sa nervosité. Après un long silence, se succèdent quelques murmures. Un professeur, se distinguant des élèves, en portant une toge rouge et grise, se lève de son siège, situé sur l'estrade, face aux élèves. Il s'approche, il balaye de haut en bas ses mains, traduisant sa demande d'un retour au calme. Le directeur. Maintenant, j'aimerais que l'on porte notre attention sur la dernière élève qui est la majeure de la promotion. Veuillez s'il vous plaît féliciter Mary Lewis. Tous les étudiants et parents d'élèves se lèvent, applaudissant et acclamant Mary pour la féliciter. Mary se lève ainsi de son siège, le sourire étincelant, pour rejoindre l'estrade. Lorsqu'elle monte les premières marches, la peur la gagne. Au même moment, les applaudissements du fond de la salle s'estompent et des chuchotements surgissent. Certains parents sont surpris de voir une jeune femme afro-américaine obtenir la première place. La remise du diplôme de Mary. Mary se penche vers son micro pour prononcer ses remerciements, apeurée et angoissée de voir ce que les parents et les familles vont penser. Ellipse 30 ans plus tard. Devant le même micro, Mary se trouve quelques années plus tard devant le même micro, devant une nouvelle génération d'étudiants. À la différence d'il y a quelques années, ce sont des applaudissements incommensurables qui l'accueillent, associés à des cris d'admiration. Tous les étudiants et les parents se lèvent pour l'applaudir, les visages admiratifs. Mary, heureuse et touchée de cette admiration, commence à prononcer les premiers mots de son discours. Elle se rappelle alors la peur et l'inquiétude de 30 ans auparavant. Ellipse 30 ans auparavant. Mary est apeurée et ne trouve plus ses mots. Ellipse 30 ans après. Cette fois-ci, c'est avec fierté et confiance en elle qu'elle commence son discours. Encore une année qui s'achève, mais cette fois-ci, j'entendais pas. Encore une année qui s'achève, mais celle-ci est tout à fait particulière. Elle s'accompagne de votre départ vers d'autres cieux, aussi plein, je l'espère, de la réussite qui fut la vôtre au sein de cette université, à laquelle vous tirez une dernière révérence. Du travail, mais pas que. Ce que vous apportez avec vous,
c'est la richesse de vos personnalités, toutes différentes, avec leurs forces, leurs failles, leur entièreté, leurs paradoxes, toutes pleines en tout cas de promesses de femmes et d'hommes en devenir, qui, je l'espère, continueront de faire tourner ce monde chaque jour un peu plus rond. Mary prend un instant pour regarder tous les étudiants et avec un petit sourire, elle poursuit. Il y a quelques années maintenant, j'étais à votre place, assise au premier rang. Ce jour-là, j'avais envie de conquérir le monde et de partir avec toutes mes idées pour le changer. Elle lève le doigt pour montrer l'ensemble des étudiants. Mais lorsque j'ai dû prononcer mon discours devant toute l'assemblée, j'ai vu des regards et entendu des chuchotements auxquels je n'avais encore jamais été confrontée, aussi puissants qu'ils m'ont pétrifiée. Lorsque j'ai levé la tête, j'ai longuement observé mes camarades. Et tout à coup, un sentiment de solitude s'est emparé de mon corps. En plus d'être une minorité de filles, j'étais la seule noire. Ce sentiment ne m'a plus quittée depuis, se mêlant à celui de l'injustice. Pour vous dire, j'étais la première de ma promotion et j'étais la dernière à trouver un travail. Pourquoi ? Car les entretiens dans les grandes entreprises ne sont pas faits pour nous. Mary tourne la tête comme signe pour dire non. Lorsque je suis arrivée à mon premier entretien, je me suis dirigée vers la salle d'attente où se trouvaient des hommes en costume. Après quelques minutes d'attente, on m'appelle. Je me dirige vers la porte et la secrétaire me dit tout bas qu'il y a dû avoir une erreur sur le listing, car les rendez-vous pour les femmes d'entretien sont au bout à gauche. J'étais tellement abasourdie par cette injustice qu'une nouvelle fois j'étais pétrifiée et je suis partie. Et pour la première fois, j'avais eu honte à cause de ma couleur de peau. J'aurais dû rester, lutter avec fierté, rentrer dans la salle, mais je n'avais que 20 ans et cette société prônait le sexisme et le racisme avait déjà tracé mon chemin. Avec un ton plus déterminé. Ce sentiment de solitude, je souhaite qu'aucune jeune fille, qu'aucune personne se sentant différente ne le ressente un jour. Elle tape de son poing le pupitre. Peu importe votre passé, vos origines, vos croyances, vous avez tous le droit de réaliser vos rêves. Battez-vous car je pense qu'aucun rêve n'est trop grand. Fondez-vous cet objectif et ne déviez jamais. Il est la plus belle récompense, la seule qui vaille. Même si vous pensez que dans quelques années vos idéaux se sont écoulés, travaillez, soyez déterminés, prenez des risques, soyez courageux et protégez vos idées. Affirmez-les avec fierté et conviction. Elle lève ses bras vers l'assemblée. Vous êtes les bâtisseurs du monde de demain. Alors demandez-vous à quel monde vous voulez vivre et celui que vous voulez pour vos enfants. C'est ensemble que vous allez réussir à fonder une société à votre image. Vous avez encore le pouvoir de changer ce monde. Alors faites-le, bannissez le racisme, le sexisme, toute forme de haine qui régisse ce monde. Alors je voudrais adresser ces tendres mots à la jeune Marie d'il y a 30 ans et tous les autres qui ont peur d'être seuls, peur de ce monde, peur d'être différents, peur d'affirmer ses idées, peur de rêver, que les notes de Nina Simone résonnent en vous comme un écho d'espoir, que vos rêves soient aussi puissants que les frappes d'Althea Gibson, que vos nuits soient bercées du ciel céleste de Marie-Charlotte Jemison, que le courage de Junko Tabai vous permette de monter votre propre mont Everest. Mary se recule du pupitre. L'ensemble du public se lève pour l'applaudir. Mary retourne s'asseoir aux côtés des professeurs. Ok, merci beaucoup à toutes et tous. Maintenant, je crois que c'est à Clotilde. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Clotilde Athanas. Je suis en première année de cinéma audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Le scénario que je vais vous présenter s'appelle Cri du cœur. Mes comédiens sont Julie Lou, Tom, Anthony, Sean et Evan, que je vais laisser se présenter. Bonjour, c'est Julie Lou Battistella et je vais faire la narratrice. Bonjour, c'est Tom Bouchardon et je vais faire Elias. Vas-y, Anthony. Ouais, pardon. Bonjour, c'est Anthony, je vais faire Eden. Bonjour, c'est Evan, je vais jouer la secrétaire. Et bonjour, c'est Sean et je vais jouer le maire. Mais allez-y. Extérieur, parc en banlieue parisienne, après-midi. Ilyes, 17 ans, et Eden, jeune DJ de 18 ans. Je dis rien là, hein, moi. Passent leur après-midi dans le parc où ils ont l'habitude de se retrouver. Ilyes, en marchant vers une poubelle pour jeter un déchet, tombe sur une hirondelle morte. Eden, viens voir.
Eden s'approchant. Il lui est arrivé quoi? Ah, c'est bizarre, on dirait qu'elle est intacte. Ilyes, l'examinant et fronçant les sourcils. Elle est complètement gelée. C'est la première fois que je vois ça. Eden continue de marcher. Il tombe sur une seconde hirondelle morte. Plus ils avancent, plus ils découvrent des hirondelles mortes. Ils en comptabilisent près d'une dizaine. Ilyes, inquiet, prenant l'hirondelle dans ses mains. Celle-là respire encore. Je la prends avec moi. Intérieur, chambre d'Ilyes, après-midi. Les deux amis rentrent chez Ilyes avec l'oiseau. Ils s'installent dans sa chambre. Ilyes, attrapant une boîte et une couverture. Je vais essayer de la réchauffer. Toi, essaie de trouver une explication sur Internet. Eden, approchant son visage de l'écran d'ordinateur. J'ai trouvé plein d'articles qui parlent de ça. Écoute, l'automne est arrivé brutalement, perturbant les oiseaux migrateurs comme les hirondelles. Face aux températures dignes d'un été indien en septembre, elles ne sont pas parties en Afrique et ont été piégées par la venue soudaine du froid. Eden, après un court silence. Tu penses pas qu'il faudrait en parler au maire? Ilyes hausse les épaules. On peut toujours essayer, mais je te promets rien. Intérieur, mairie de la ville, fin d'après-midi. Les jeunes adolescents entrent dans la mairie. Bonjour, j'aimerais voir mon père, s'il vous plaît. La secrétaire attrape son téléphone machinalement. Oui, votre fils veut vous voir. Silence. Très bien, je lui dis. Raccrochant. Monsieur le maire est occupé pour l'instant. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Les deux personnages se regardent en levant les yeux au ciel, puis s'assoient sur des chaises. Au bout d'une demi-heure, Ilyes commence à s'impatienter. Il se lève brusquement et se dirige vers le couloir suivi d'Eden. Il frappe sèchement à la porte et entre sans attendre de réponse. Il tombe alors nez à nez avec son père en train de lire le journal, les pieds sur le bureau. Le maire, soupirant. Heureusement que j'ai précisé que j'étais occupé. Excuse-moi de te déranger, vraiment, mais il y a des dizaines d'hirondelles qui crèvent sur la pelouse de tes jolis parcs. Tu viens vraiment me déranger en plein travail pour une histoire de pigeon? Ça ne pouvait pas attendre ce soir? Ilyes, posant ses deux mains sur le bureau. Tu sais quoi, laisse tomber. On se débrouillera sans toi. Ilyes et Eden repartent sans un mot. Extérieur, rue à côté de la mairie. Adossés à un mur, ils réfléchissent à un moyen de se faire entendre. Et si on brûlait la mairie? Peut-être qu'on nous écouterait là. Tu ne dis quand même pas ça sérieusement. Et ça nous avancerait à quoi, à part alimenter votre petite guéguerre entre ton père et toi? Ilyes, prenant une inspiration. Tu as raison. Ce n'est pas le sujet. Il faut absolument trouver quelque chose qui marque les esprits. Mais pour les bonnes raisons. Intérieur, chambre d'Ilyes, début de soirée. Ilyes rentre chez lui. Son père est dans le salon. Il semble hypnotisé par son ordinateur. Ilyes lui passe devant sans un mot ni un regard, puis finit par se retourner. Au fait, maman a un nouveau mec. Je l'ai rencontré hier. Il a l'air moins con que toi, c'est déjà ça? Le maire, d'un ton là. Mon fils, tu ne te rends pas compte de tout ce que je fais pour toi. Tu pourrais essayer d'être sympa de temps en temps. Ilyes claque la porte de sa chambre. Le fracas résonne dans toute la pièce. Extérieur, devant la mairie, le lendemain matin. Placés devant la mairie, les enceintes d'Éden diffusent des cris d'animaux agonisants. Ces sons déchirants résonnent dans les rues de la ville. Un regroupement de personnes crient et brandissent des pancartes. Des passants s'arrêtent. Certains filment la manifestation. Le père d'Ilyes sort de la mairie en furie. Ses convives le suivent. Le maire, d'un ton autoritaire. Je te conseille de partir très vite, jeune homme. Je ne bougerai pas d'ici. Le maire jette à son fils un regard noir avant de s'éloigner pour passer un coup de fil. Les policiers arrivent. Ils dissipent l'émeute et les obligent à arrêter les enceintes. Extérieur, parc en banlieue parisienne, après-midi. Quelques jours plus tard, Ilyes et Eden sont assis sur un banc dans le parc. Ils parcourent leurs réseaux sociaux respectifs. T'as vu? Sur Twitter, on partage les vidéos de vendredi partout. J'en reviens pas. Et cette vidéo, regarde, on dirait qu'ils ont fait exactement comme nous. Ils visionnent la vidéo sur leur portable. Extérieur, au milieu d'une place à Paris, le matin. Un groupe d'une douzaine de jeunes s'installe avec des pancartes diffusant des cris d'animaux. Sur une pancarte, on lit la phrase suivante. Les cris de la planète en danger commencent à se faire entendre. Extérieur, jour. Soudain, ils entendent des bruits étranges provenant de quelques rues plus loin. Surpris, ils se lèvent pour s'en rapprocher. T'entends ça? En sortant du parc, ils tombent nez à nez avec une manifestation dans la rue. Les bruits deviennent alors de plus en plus distincts. Ce sont ceux d'animaux en souffrance.
Extérieur, jour. Des extraits de vidéos de manifestations, d'interviews, d'articles sur ce phénomène devenu viral défilent à l'écran. Merci beaucoup à toutes et tous. La révolution est en marche. Et c'est bien. Félix, maintenant, je crois que c'est ton film. Oui, du coup, je m'appelle Félix Masson. Je suis en 2e année de licence de cinéma et audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Et du coup, j'ai participé à la télé-scénario où j'ai écrit Liberté conditionnelle, du coup, qui va être lu par les comédiens. Il y a un principe artistique je tiens à vous dire esthétique, pardon, où en gros, on alterne entre la prise de vue réelle et l'animation. Du coup, normalement, c'est via le gras et l'italique sur le scénario, mais du coup, on l'a retranscrit de façon orale, un peu brouillon, pour que du coup, ça passe mieux à l'oral et pour que vous puissiez comprendre, voilà, en entendant. Et du coup, je laisse la place à mes comédiens. Du coup, Eva, Sean et Manon. Ok, bonsoir à tous, je suis Eva et je serai la narratrice pour les scénarios de Félix. Rebonsoir, du coup, je serai le prêtre et aussi le motard dans ce scénario. Et bonsoir, je serai Camille dans ce scénario, je m'appelle Manon. Ok, d'accord, on va commencer. On commence l'histoire en animation. Intérieur église, jour. Camille et un homme se tiennent devant l'autel de l'église. Camille est une femme rousse de 28 ans, vêtue d'une robe de mariage. L'homme qui est à ses côtés porte un costume noir. Derrière eux, une foule les regarde. Devant eux se tient un prêtre. Celui-ci récite le cérémonial du mariage, mais ce qu'il dit est un fond sonore indiscernable. On passe en prise de vue réelle. Camille triture sa bague de fiançailles, émettant un léger froissement, ce qui souligne sa nervosité. On passe en animation. Le prêtre. La voix du prêtre est soudainement proche, réelle. Camille le regarde comme sortant de ses pensées. Voulez-vous le prendre pour époux pour l'aimer fidèlement? Camille jette sa bague au sol. Elle rebondit et fait un bruit métallique fort. Elle se retourne, puis court jusqu'à la sortie, tandis que la foule et son mari la regardent partir, interloqués. Le bruit de ses talons sur le dallage en pierre résonne dans l'église. Extérieur devant l'église, jour. Camille court, semblant paniquée. Elle cherche un endroit où fuir. Sur la droite, une forêt. Elle se précipite dans sa direction. Elle retire sa robe. Elle se retrouve alors avec un bandeau blanc autour de la poitrine et une culotte taille haute, blanche. Extérieur forêt, jour. Camille court droit devant. Elle évite les branches. Extérieur forêt, nuit. Camille s'arrête. Sa respiration, d'abord saccadée, se calme. Elle marche en se tenant aux arbres. Elle remarque une sorte de grotte formée naturellement par des pierres. Elle s'y dirige. À l'abri, elle s'assoit en position fétale. Ellipse. Extérieur forêt, matin. Camille est assise dans la même position, exactement au même endroit, et elle dort. Il y a au loin des rires de femmes accompagnés de bruits d'exclaboussures d'eau. Ces bruits réveillent Camille. Intriguée, elle se lève. Elle s'avance doucement vers les bruits. Extérieur lac, matin. Camille, cachée derrière un arbre, sort la tête et observe. Il y a un grand lac entouré par la forêt avec une petite digue. Dans l'eau, il y a deux jeunes femmes nues qui se jettent de l'eau mutuellement et qui rigolent. L'une est brune, l'autre est blonde. Camille sort de sa cachette. Elle s'avance sur la digue puis s'immerge un moment dans le lac. Ellipse. Extérieur route, jour. Camille marche sur le bord de la route. Elle est trempée et sourit. Elle aperçoit au loin une station-service. Elle court vers celle-ci. Extérieur station-service, jour. Arrivée, elle se cache derrière un arbre. Elle observe. Un homme descend de sa moto puis enlève son casque. Il a la trentaine, est brun et a une barbe de 3 jours. Il rentre dans le magasin. Camille avance rapidement, mais discrètement jusqu'à la moto. Elle l'examine puis s'apprête à monter dessus. Le motard,
amusée. Qu'est-ce que vous faites? Camille se retourne et voit le motard. Il ricane tout en étant surpris. Le motard. C'est ma moto, vous savez. Pour la voler, il vous faudrait les clés. Elle ne lui répond pas, mais s'éloigne. Il baisse son regard sur les sous-vêtements de Camille. Camille. En avançant, les mains jointes comme suppliant. Est-ce que vous pouvez m'amener jusqu'à la frontière la plus proche? Le motard. Quoi? Comme ça? Elle le regarde. C'est un regard où pitié et défi se mêlent. Le motard, souriant. Bon. Ok. De toute façon, c'est pas si loin. Il reste un moment à la regarder. Il retire sa veste et la donne à Camille qui l'enfile. Il sourit fièrement et amusé de la voir dans une veste pas adaptée à sa taille. Il désigne ensuite la moto d'un geste de la main, comme une invitation à une princesse, et Camille monte dessus. Ellipse. Extérieure route, coucher du soleil. Camille et le motard sont sur la moto et roulent. Sa tête est posée sur son dos et elle regarde l'horizon. Il passe devant une falaise, laissant un point de vue sur la mer. Elle redresse la tête et pose le menton sur le dos du motard. Elle sourit et semble heureuse. Extérieure route, nuit. Ils arrivent en moto et s'arrêtent sur un espace en gravier, sur le côté de la route. Les deux descendent. Le motard retire son casque, puis sourit à Camille. Elle lui sourit aussi, puis s'éloigne, dos à lui. Elle tourne sa tête vers lui, le motard la regarde s'éloigner et fait un signe de main signifiant « au revoir ». Elle revient jusqu'à lui et l'embrasse tendrement sur la joue, puis s'en va en rigolant doucement, alors que le motard semble perturbé mais content. Elle marche sur le bord de la route, mais semble de plus en plus triste. Soudain, elle fait demi-tour en courant. Elle voit le motard au loin, de dos. Elle s'approche de lui et arrive près de lui. Elle pose sa main sur son épaule et exerce une pression qui le fait se retourner. Transition brute avec la prise de vue réelle. Intérieur église, jour. Le visage du motard se transforme alors en celui de l'homme habillé en costume avec qui elle se tenait dans l'église au début. Le prêtre récite le cérémonial du mariage. Camille se retrouve dans la même église qu'au début, habillée dans sa robe de mariée, scrutée par la foule. Elle est déconcertée, et alors que son mari lui adresse un sourire rassurant, elle s'éloigne d'un pas. Le prêtre. Voulez-vous le prendre pour époux et l'aimer fidèlement? Il y a un temps avec un blanc où Camille regarde successivement le prêtre, la foule et son mari. Elle jette sa bague de fiançailles au sol. Elle se retourne puis court jusqu'à la sortie, tandis que la foule et son mari la regardent partir, interloqués. Le bruit de ses talons sur le dallage en pierre résonne dans l'église. Transition avec l'animation. Elle disparaît dans l'éclat de la lumière de la sortie de l'église. Merci beaucoup. À vous. Et maintenant, c'est le tour de Manon. Rebonsoir à tous. Je m'appelle Manon. Je suis en licence 2 de cinéma et audiovisuel à la Sorbonne. Et j'ai écrit le scénario du bout des doigts, que vous allez entendre maintenant. Donc, je vais laisser mes comédiens se présenter. Bonjour, je m'appelle Mélie. Je vais lire le personnage de Léa. Bonjour, je m'appelle Mathilde et je vais lire le personnage de la femme de l'accueil. Bonjour, je m'appelle Éloi et je serai Paul. Bonjour, je m'appelle Lucille et je vais lire la narratrice. Bonjour, je m'appelle Clotilde et je vais jouer le rôle de la femme brune. Rebonjour, je m'appelle Félix et je vais jouer l'homme. Bonjour, je suis Sean et je vais jouer le rôle du professeur. Intérieur, chambre de Léa, matin. Léa, jeune fille rousse de 21 ans, rêveuse mais peu confiante, mélange des couleurs sur une palette de peinture. Elle nettoie des pinceaux dans un pot de peinture, dans un pot d'eau, et les essuie avec un torchon, déplace des toiles de peinture. Intérieur, amphi, matin. Un professeur lâche des manuels sur son bureau, dans un bruit sec. Léa sort de ses pensées, elle a l'air fatiguée. Elle est dans un amphithéâtre bondé, des élèves passent autour d'elle pour aller s'installer. Paul, jeune étudiant de 21 ans, enthousiaste, pose ses affaires à côté de Léa. Il lui tend un prospectus. Paul. Tiens, on m'a donné ça à l'entrée. J'ai pensé à toi.
Sur le prospectus, il est écrit qu'une exposition participative aura lieu la semaine suivante et que son but est de donner de la visibilité aux jeunes artistes. Pour y participer, il faut faire un petit entretien le 10 avril, la veille de l'exposition, où l'on présente une ou plusieurs œuvres originales. Paul. Faut que tu leur montres tes peintures. Léa rit nerveusement. Léa, ironique. Oui, bah bien sûr. Allez, raconte pas de conneries et reprends ton truc. Paul refuse le prospectus et s'assoit à côté d'elle. Paul. Allez Léa, tu vas pas rester ici toute ta vie. C'est ta chance là. Léa ne répond pas et sort ses affaires. Paul. T'as rien montré à personne depuis les concours, ça fait 2 ans. Y a pas que les écoles d'art qui existent. Franchement, tu devrais le faire. Professeur. Silence, silence, s'il vous plaît. Bon, bienvenue à tous. Avant de commencer le cours, je vous rappelle que pour les étudiants ayant pris la spécialité information-communication, la journée d'immersion en entreprise, c'est la semaine prochaine, le 10 avril. Et c'est obligatoire. Donc, merci de ne pas oublier de prendre des notes. Ça vous servira. Léa se retourne vers Paul, l'air entendu. Léa. Comme ça, c'est réglé. Léa garde tout de même le prospectus dans sa poche. Ellipse, journée d'immersion. Intérieur, entreprise matin. Léa est assise seule sur une chaise dans une salle de réunion, au milieu de beaucoup de gens qui discutent entre eux. Elle a un carnet de notes dans la main, mais n'écrit rien. En regardant autour d'elle, elle semble étonnée. La luminosité de la pièce est assez basse. Elle regarde par la fenêtre. Il ne semble y avoir aucun nuage et le soleil tape fort à travers la vitre. Pourtant, le ciel lui apparaît gris. Une femme brune, la trentaine, vient s'asseoir à côté d'elle. Femme brune. Ça va? Ta matinée se passe bien? Léa observe le visage de la femme et le trouve étrangement gris. Léa. Oui? Non, je me sens pas très bien. Femme brune. Attends, viens par là. La femme la prend par le bras et l'amène près de la fenêtre ouverte de la salle. Un blanc s'installe entre les deux. Léa regarde ses mains. Elles lui paraissent plutôt blanches que la normale. La femme la regarde faire, d'un drôle d'air. Femme brune. Tu sais, Léa, je te trouve un peu pâle. Tu ferais peut-être mieux de rentrer maintenant chez toi pour le midi et te reposer un peu. Léa acquiesce mollement tout en observant ses mains. La femme s'éloigne. Léa prend ses affaires et sort de la pièce. Extérieur, rue, midi. Léa est de plus en plus déboussolée. Dans la rue, tout est grisâtre. Elle marche rapidement. Quand elle arrive sur un passage piéton, elle n'arrive pas à déceler le bonhomme vert du rouge. Elle se fait klaxonner. Elle arrive tremblante devant chez elle, se tient la tête. Intérieur, chambre de Léa, midi. Léa est paniquée. Elle se regarde dans le miroir de sa chambre. Elle a le visage complètement gris. Elle se rend compte qu'elle voit en noir et blanc. Léa se lave le visage et se frotte les yeux avec insistance, mais rien ne change. Elle refrotte et se griffe le visage. Du sang apparaît sur sa pommette, gris lui aussi. Léa va fouiller dans son sac à dos, en tremblant, à la recherche d'un mouchoir, et jette toutes ses affaires autour d'elle. Un tube de peinture tombe sur son bureau à ses pieds. Il est écrit jaune sur le tube, mais Léa ne distingue aucune couleur. Elle tombe assise sur son lit. Le prospectus que Paul lui a donné tombe de la poche de son manteau. Il est encore coloré. Léa le prend et les mots de Paul résonnent dans sa tête. Elle prend son téléphone et regarde le programme de l'après-midi à l'entreprise. L'inauguration d'une nouvelle branche de l'entreprise est organisée. Léa a noté à côté « Possibilité de trouver un stage de master ». Elle essaye de se reprendre. Intérieur, entreprise, après-midi. Léa est dans une salle remplie de monde. Il y a un petit bar et des petits fours sur une grande table. Tout le monde discute. Léa a un verre dans la main. Elle est entourée par 2 hommes et une femme qui discutent bruyamment. Elle ne voit toujours aucune couleur. Un homme, cheveux noirs, la quarantaine, se penche vers Léa. Homme, s'écoute parler. Tu sais que notre entreprise est arrivée parmi les premières dans le classement de l'année dernière? Léa détourne les yeux, le regard ailleurs. Elle s'ennuie. Homme. Ici, pour les stages, ça marche qu'avec le réseau, hein. Mais allez, je peux te présenter à la boss si tu veux. L'homme lui fait un clin d'œil. Léa force un sourire. Les 3 collègues s'éloignent. Léa est pâle. Elle paraît avoir des nausées. Elle va dans un coin de la pièce où il y a peu de monde. Léa passe sa main dans sa poche et en sort le prospectus. Elle remarque que les couleurs s'effacent peu à peu. Son regard passe plusieurs fois du prospectus aux gens autour d'elle. Les couleurs du prospectus semblent presque se ternir à vue d'œil. Son regard tombe sur l'homme aux cheveux noirs qui lui parlait juste avant. Il discute maintenant avec une autre étudiante. Léa se décide et va chercher son sac posé dans un coin. Elle jette au passage son carnet de notes dans la poubelle et sort de la pièce à grands pas. Extérieur, rue, après-midi. Léa est à l'adresse du prospectus.
Elle regarde sa montre. Il est 15h55. Elle est essoufflée, se recoiffe rapidement et sonne à la porte. Le prospectus est complètement gris. La voix de la femme de l'accueil, répond par l'interphone. Femme de l'accueil. Oui. Léa. Bonjour, je viens pour les entretiens. J'aimerais prendre rendez-vous, je suis Léa Cellier. Femme de l'accueil. Ah, mais il n'y a plus de place là, mademoiselle. Tous les créneaux pour les entretiens sont pris, il fallait venir plus tôt. Au revoir. Léa reste interdite. Léa. Mais attendez, il vous reste bien 5 minutes quelque part. Madame? Madame? La femme a raccroché l'interphone. Léa reste plantée devant la porte. Son téléphone vibre. Elle fouille dans son sac à sa recherche et voit plusieurs tubes de peinture au fond. Des messages s'affichent sur l'écran de son téléphone. Paul lui demande si elle a de bonnes propositions pour un futur stage. Léa a les larmes aux yeux. Elle déchire le prospectus énervée et désespérée. Elle remet son téléphone au fond de son sac et décide de ressonner à la porte. Femme de l'accueil. Oui. Léa. Oui, bonjour, je suis le rendez-vous de 16h. Ah, mademoiselle Vidal, entrez, c'est ouvert. La porte vibre et s'ouvre. Léa s'engouffre dans le bâtiment. Intérieur, accueil, après-midi. Elle entre précipitamment et se retrouve à l'accueil face à la femme de l'interphone qui la regarde avec étonnement. Femme de l'accueil. Et vous n'êtes pas... Je vous ai dit qu'il n'y avait plus de place, mademoiselle. Ça ne sert à rien d'attendre ici. Sans réfléchir, Léa prend les tubes de peinture au fond de son sac et les vide sur le sol. Elle peint à même le sol, avec ses doigts, devant la femme scandalisée. Léa est désespérée. Elle étale de la peinture partout, mélange des couleurs qu'elle ne voit pas. Elle peint une silhouette perdue au milieu d'une foule. On reconnaît les décorations de l'inauguration de l'entreprise. Femme de l'accueil. Mais vous croyez où? Sortez immédiatement. La femme essaye de calmer Léa, mais s'éloigne en même temps des jets de couleurs. 2 femmes et un étudiant sortent de la salle d'à côté. Ils observent Léa faire son œuvre. Léa ne les voit pas. La couleur revient petit à petit à l'écran. Léa continue de s'acharner sur le sol, puis se calme peu à peu. Elle observe ses mains. Le noir et le blanc est remplacé par la couleur sur tout son corps. Léa est essoufflée, mais un grand sourire se dessine sur son visage. Elle a de la peinture partout sur elle et s'aperçoit enfin de la présence des autres. Une des femmes de l'entretien la regarde d'un air intéressé. La femme de l'accueil est outrée. Léa regarde ses bras mouchetés de peinture, comme si elle voyait pour la première fois. Elle se lève. Les 3 adultes s'éloignent un peu d'elle sans un mot. Léa s'apprête à partir, puis revient signer son œuvre au sol. Elle relève la tête, prend son sac et sort du bâtiment. Tous ses vêtements sont tachés de peinture multicolore. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Et maintenant, c'est à Yuanchi. Est-ce que tu veux allumer ta caméra? Oui, bonjour à tous, je suis Yuanchi Su, je suis en Master 1 de cinéma et audiovisuel. Le nom de mon scénario est Obsession. Il s'agit d'une femme, une jeune fille, et il est perdu entre la réalité et son illusion. Et son obsession sur une garçon la pousse à faire beaucoup de choses insensées. Et voici c'est mes comédiens et comédiennes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Lucie et je vais jouer le rôle de la narratrice. Bonjour, je bonjour. m'appelle Maxime. Pardon. Vas-y. Je m'appelle Maxime et je vais jouer Alex. Bonjour, je m'appelle Adèle et je vais jouer Sarah. Bonjour, je m'appelle Clotilde et je vais jouer Lucie. Merci, c'est parti. Intérieur, resto, nuit. Dans un restaurant à l'ambiance feutrée, Sarah attend l'arrivée d'Alex. Elle regarde autour d'elle, le cherche, puis prend son téléphone et ouvre le profil d'Alex sur Tinder pour regarder encore ses photos. Alex se dirige vers Sarah, elle est un peu nerveuse, elle ne sait plus quoi faire. Ils se font la bise. Salut, tu es très belle. Merci. Extérieur, rue, nuit. Sarah et Alex sortent du restaurant en se tenant par la main. Ils rient. Alex regarde Sarah, il la prend dans ses bras. Ils s'embrassent pendant quelques secondes. Sarah sourit mais n'ose pas le regarder. Elle lui enlève le rouge à lèvres qui s'est propagé autour de sa bouche. Je te raccompagne? Non, ça va, je peux rentrer toute seule. Tu es sûre? Alex la regarde sérieusement. Sarah semble nerveuse. Elle le regarde mais baisse rapidement la tête. C'était si horrible. Non, pas du tout. Il l'embrasse encore. Intérieur, chez Sarah, nuit. Sarah et Alex se retrouvent au lit, dans la chambre de Sarah.
Sarah est dans les bras d'Alex. Elle a les yeux fermés. Tout à coup, la voix d'Alex réveille Sarah. Sarah, Sarah ouvre les yeux. Alex est assis de l'autre côté du lit. Il est en train de s'habiller. je rentre chez moi. Sarah hésite à parler. Tu sais que tu peux rester ici ce soir? Enfin, si tu veux. Alex se semble un peu pressé, mais il la regarde en souriant. La prochaine fois. Alex finit de s'habiller, puis, en sortant, se retourne et lui sourit une dernière fois. Après son départ, Sarah n'arrive pas à se faire endormir. Elle commence à s'agiter dans son lit, elle se lève et se dirige vers son ordinateur. Elle commence à rechercher des informations sur Alex sur ses différents réseaux sociaux. Elle regarde toutes ses photos. Intérieur chez Sarah, jour. Sarah se réveille le lendemain matin. Elle prend son téléphone placé sous son oreiller et regarde si Alex lui a envoyé un message dans la nuit. Malheureusement, il n'y a aucun nouveau message. Sarah continue à lire attentivement et lentement leur historique des messages. Sarah semble un peu déçue. Elle se connecte alors sur Tinder pour regarder le profil d'Alex mais ne le retrouve plus. Sarah se lève brusquement de son lit. Elle vérifie plusieurs fois. Elle se mord la lèvre, elle a l'air stressée. Sarah ouvre la conversation pour envoyer un message, elle hésite. Elle tape un message puis le supprime, et cela plusieurs fois. Elle finit par ne rien envoyer. Sarah se connecte sur Facebook. Elle parvient à trouver le lieu de travail d'Alex. Il s'agit d'un restaurant espagnol. Extérieur, rue, nuit. Devant le restaurant, un collègue d'Alex éteint le néon représentant l'enseigne du restaurant. Alex, lui, est en train d'aider ses collègues à ranger les tables et les chaises. Son collègue ferme la porte à clé. Ils rient et parlent ensemble. Alex part de son côté pour entrer chez lui à pied. Sarah le suit de loin et l'observe de dos. Le trajet est calme. Le seul bruit est celui de ses pas. Soudain, le téléphone de Sarah sonne très bruyamment. Alex se retourne. Elle éteint son téléphone et se cache rapidement à côté d'une voiture. Alex ne voit personne. Il reprend alors sa marche. Sarah passe la tête au-dessus du véhicule pour s'assurer qu'Alex ne la voit pas, puis se remet à le suivre. L'extérieur de maison d'Alex nuit. Alex arrive devant sa maison. Il prend la clé sous le pot de fleurs et ouvre la porte. Sarah, cachée au loin, voit tout. Sarah se rapproche de la maison. À l'intérieur, la lumière est allumée. Elle voit Alex fixant son portable, assis sur le canapé. Extérieur. Extérieur de maison d'Alex, jour. Le lendemain, Sarah est cachée sous une fenêtre de la maison d'Alex. Après s'être assurée que personne n'est dans la maison, elle se dirige vers la porte. Elle soulève le pot de fleurs, la clé est là. Sarah la prend et ouvre lentement la porte. Intérieur, chez Alex, salle de bain, jour. Sarah entre dans la maison. Elle observe l'environnement tout en marchant. Le salon est bien organisé et rangé. Elle fait pipi dans les toilettes. Elle se relève, regarde son reflet dans le miroir tout en s'appliquant son rouge à lèvres. Elle s'aperçoit qu'il y a 2 brosses à dents sur le lavabo. Une est rose, l'autre est bleue. Perturbée, elle laisse son rouge à lèvres à côté. Sarah ensuite ouvre le miroir et découvre des produits féminins. Intérieur, chambre d'Alex, jour. Sarah ouvre la porte du placard. La plupart des vêtements à gauche sont des vêtements de femmes, et dans le petit coin à droite, quelques vêtements d'hommes sont suspendus. Sarah glisse sa main sur les vêtements. Elle se retourne vers le lit et regarde partout. Elle tombe sur une photo d'Alex avec une femme sur la table de nuit. Elle l'attrape pour y voir plus clairement. Alex et cette femme sourient, ils ont l'air très proches. Soudain, elle entend un bruit de clé dans la serrure de la porte d'entrée et devine une discussion entre 2 personnes. Sarah panique et s'empresse de se cacher sous le lit. Alex et sa petite amie Lucie entrent. Alex pose la valise de Lucie par terre. Tu m'as beaucoup manqué. Je peux pas m'endormir sans toi. Moi aussi, bébé. Dis-moi, t'as fait quoi pendant toutes ces nuits sans moi? Oh, tu sais, travailler puis rien de spécial. Et j'ai appris à cuisiner un nouveau plat. Tu veux que je te le fasse goûter? Carrément. Merci beaucoup, mon amour. Lucie l'embrasse sur la joue. Avec plaisir. Je vais en cuisine. Sarah, silencieuse, toujours cachée sous le lit, écoute. Lucie entre dans la salle de bain. Elle ferme la porte. On entend le bruit de l'eau qui coule. Soudain, on entend Lucie crier. C'est quoi ce rouge à lèvres? Lucie sort de la salle de bain en colère, le rouge à lèvres de Sarah à la main. Elle se dirige vers la cuisine. Alex se stoppe net. Il semble confus. À qui est ce rouge à lèvres? C'est pas le mien. Je te jure, je sais pas. T'as encore menti, menteur. Alex et Lucie continuent de se disputer. Sarah reste cachée sous le lit et s'extasie de les entendre se disputer ainsi. La photo d'Alex et Lucie devient Alex et Sarah. Dans la cuisine, à la lumière chaleureuse, Alex présente des plats fraîchement préparés. Sarah est en train de mettre la table. Ils ont l'air heureux. J'ai appris à cuisiner ce plat spécialement pour toi. Sarah a un sourire satisfait.
J'en ai marre, casse-toi de ma maison. Lucie rentre dans la chambre. Elle jette les vêtements d'Alex sur le lit. Leur photo de couple tombe au sol. Lucie regarde le cadre et s'accroupit pour le ramasser. À ce moment-là, elle se voit et se dévisage. Extérieur. L'extérieur de maison d'Alex, jour. Sarah et Alex sortent de la maison de Lucie. Ils se tiennent debout sur le trottoir. Je suis désolée, j'aurais pas dû venir ici, mais tu m'as tellement manqué. C'est pas grave, c'est ma faute. J'ai eu tort de te supprimer sur Tinder. Ils se regardent au fond des yeux et ils s'embrassent. Cette partie est une happy end, une fin idéale pour Sarah. Lucie jette les affaires d'Alex par la porte. Alex essaie de l'arrêter en faisant de grands mouvements de bras. Ses vêtements sont éparpillés partout sur le trottoir et les escaliers. Sarah se tient sur le trottoir et les regarde. Arrête, Lucie, je peux tout expliquer. Lucie continue de jeter ses vêtements sans une seule expression sur le visage. Elle claque la porte. Alex tourne la tête et regarde Sarah. T'es vraiment folle. Tu viens de détruire ma vie. T'es contente? Sarah ne dit rien. Elle reste stoïque. Elle ne sait pas quoi faire. Alex frappe à la porte. Ouvre la porte, Lucie. Je t'expliquerai. Je la connais même pas. Sarah regarde Alex de dos. Elle reste debout à le fixer et semble désespérée. Ok, super, merci beaucoup pour ces incarnations. Le dernier projet, c'est celui de Sean. Oui, bonsoir. Du coup, je m'appelle Sean Nam, je suis en licence 1 cinéma audiovisuel à Paris 3 et je vais vous présenter le scénario qui s'appelle Wild. Et je tiens aussi à remercier les comédiens et comédiennes qui vont interpréter ce scénario et je vais les laisser se présenter. Bonsoir, je m'appelle Pierre et je suis le narrateur. Bonsoir, je m'appelle Alexandre et je vais jouer le rôle de Alex. Bonsoir, je m'appelle Will et je joue le rôle du Dr Voss. Bonjour, je m'appelle Léna et je vais jouer le rôle de Audrey. Et bonjour, je m'appelle Maëva et je vais jouer le rôle de Emma. Pardon. On peut y aller. Extérieur, jour, cimetière. Alex, un jeune architecte de 27 ans, se tient debout devant une stèle, un bouquet de fleurs dans une main et deux verres dans l'autre. Portant une simple veste et une capuche sur la tête, il semble presque invisible. Le regard pensif et perdu. Il porte un collier avec une clé qu'il touche nerveusement. Il dépose le bouquet et ouvre la bouteille présente sur la stèle. Il serre les deux verres et boit à sa santé, souriant. Un grand homme d'une quarantaine d'années s'approche alors de lui. Vêtu d'un long manteau sombre, les mains dans les poches, il regarde la stèle. Il y est inscrit « Emma et moine, 2002-2028 ». Si vous pouviez la voir une dernière fois, que feriez-vous? Pardon? Si je vous offrais la possibilité de la revoir une dernière fois et de lui parler, accepteriez-vous? Silence. Voss s'approche de lui et lui tend une carte. Je suis le docteur Johan Voss, médecin et chercheur spécialiste en exploration de la conscience post-traumatique. Je peux vous aider. Qui vous dit que j'ai besoin d'aide? On en a tous besoin. Alex regarde la carte de plus près et remarque qu'elle est presque vierge. Seule une adresse est notée au dos. Il regarde Voss partir au loin, intrigué. Puis range la carte dans sa poche et part dans la direction opposée. Intérieur, clinique, jour. Alex entre dans une salle ressemblant à celle d'un bloc opératoire. Voss est assis sur une chaise et se lève pour l'accueillir. Alex aperçoit également une jeune femme d'une trentaine d'années portant une blouse blanche en train de préparer le matériel. Ses gestes sont précis, méticuleux, mais pas mécaniques. Bonjour Alex, ravi que vous ayez finalement changé d'avis. Alex hoche la tête avec un léger sourire. Voss se retourne vers la jeune femme. Je vous présente Audrey. C'est elle qui va vous accompagner pendant l'expérience. Alex avance et Voss lui montre le fauteuil. Alex s'assoit et Voss s'installe en face. Je vais vous expliquer le plus simplement possible ce qu'il va se passer. Audrey va vous injecter un produit anesthésiant qui va vous endormir tout en stimulant votre conscience afin de l'éveiller. Vous allez alors vous réveiller dans un rêve, sauf que vous le vivrez comme une réalité. C'est pourquoi vous devrez vous concentrer sur la personne que vous voulez voir.
Audrey vient le voir et lui sourit. Contrairement à Vos, elle est moins insistante et plus rassurante, ce qui soulage Alex. Tu es prêt? Alex acquiesce de la tête et tient fermement son colis. Audrey le pique avec une seringue et Alex s'endort. Une dernière chose. L'effet ne durera pas longtemps, donc tâchez de profiter de ces quelques instants. Extérieur, cimetière, jour. Alex ouvre les yeux et se retrouve de nouveau au cimetière. Il regarde tout autour de lui, dos face à la stèle d'Emma. Il s'avance vers elle. Emma? Emma se retourne et il sourit. Ton micro, Maëva. Pardon. Bonjour Alex. Alex se jette dans ses bras. Je suis si content de te voir. Ton accident remonte à si loin. Bon quoi? Ton accident. Tu ne t'en rappelles pas? Alex, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais ce n'était pas un accident. Comment ça? Emma parle à Alex, mais il ne l'entend pas. Sa vision se trouble et tout s'obscurcit. Intérieur, clinique, jour. Alex se réveille dans la clinique et reprend ses esprits, confus. Audrey vient vers lui. Tout s'est bien passé? Alex tourne la tête vers Audrey. Je dois y retourner. J'ai besoin de plus de temps. Audrey se retourne vers Vos derrière. Ce dernier soupire. Une expérience prolongée peut avoir de graves conséquences sur vous. Vous devez en être conscient. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Je sais. Mais il faut que je trouve ces réponses. Vos fait un signe de tête à Audrey. Elle s'approche d'Alex et le pique de nouveau. Il commence à s'endormir et instinctivement, sa main se dirige nerveusement vers son collier. Mais elle remarque qu'il n'est plus là. Il inspire longuement, puis ferme les yeux. Extérieur, rue, jour. Alex et Emma marchent côte à côte. Et en sortant de chez le médecin, j'ai bu un verre avec quelqu'un dans le bar d'à côté. Mais c'est tout ce dont je me souviens. Bon, c'est déjà ça. Alex sort son téléphone pour prendre des notes. Mais en l'ouvrant, il remarque une note intitulée Emma. Il ouvre et s'aperçoit que des notes sont déjà écrites. Médecin 11h, pas de lien. Rendez-vous au bar 11h45, pas de lien. Identité de l'inconnu, à déterminer. Alex s'arrête et lève la tête vers Emma. Depuis combien de temps est-ce que je voyage ici? Bientôt 6 mois, il me semble. Pourquoi? Alex commence à paniquer, mais essaie de rester calme. Sa tête commence à tourner, il tombe à genoux, son environnement devient distordu, il se prend la tête dans les mains. Alex! Alex! La voix d'Emma est de plus en plus sourde. Intérieur, clinique, jour. Alex? Alex tourne la tête. Il est de nouveau dans la clinique, assis sur le fauteuil. Audrey est assise à côté de lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Les voyages ont eu raison de toi, Alex. Et il est temps d'y mettre un terme. Elle lui montre les cicatrices apparues sur son bras. Non. Envoie-moi une dernière fois, je vous en supplie. J'ai besoin de ces réponses. Silence. Alex, je peux t'envoyer là-bas une dernière fois, mais cela impliquerait que tu y restes définitivement. Alex baisse la tête, pensif. Qu'est-ce que vous ferez à ma place? Vous pourrez continuer à vivre normalement sans jamais avoir les réponses à vos questions? Le plus dur n'est pas de trouver les réponses, Alex. La vie te les apportera tôt ou tard. Le plus difficile, c'est de continuer à vivre en les connaissant. Alex aperçoit alors Emma, adossée à un mur près de la porte, lui souriant. Il lui sourit en retour et se tourne vers Audrey. Mon choix est fait. Ellipse. Extérieur, cimetière, jour. Alex est devant la salle, pensif. Un autre bouquet et 2 verres à la main. Il les pose machinalement et remarque que la bouteille a disparu. Emma arrive derrière lui, une bouteille à la main. Alex se retourne. Je voulais choisir la bouteille pour une fois.
Alex sourit, prend les verres posés sur la stèle et les remplit. Elle s'éloigne alors de la stèle. On y va? Alex jette un dernier regard à la stèle, pose son verre et suit Emma. Sur la stèle, en dessous du nom d'Emma, est inscrit Alex Roviel, 2002-2029. Fin. Merci beaucoup. Très joli travail. Nous avons entendu tous les projets. Vous avez vu, il y a une diversité incroyable et c'est le cas chaque année. On a de la science-fiction, on a des choses plus contemporaines, du drame, de la comédie absurde. Il y a de tout et ça fait la richesse de ces ateliers. J'espère que, mais je le crois, que les étudiantes et les étudiants de cette année sont contents. En tout cas, je le répète, moi c'est mon cas. C'était une belle expérience malgré les difficultés technologiques liées à l'épidémie. Et sans doute, j'imagine que ce sera reconduit à nouveau l'an prochain au niveau de l'atelier. Donc si vous souhaitez en parler autour de vous, ou si ça vous parle parce que vous êtes comédien, comédienne là tout de suite, sachez que les inscriptions démarrent à la fin de l'été, dans mon souvenir. On va clôturer là. J'espère que parmi les films qui ont été lus, beaucoup seront réalisés et que vous nous enverrez les résultats à l'Action culturelle comme à moi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. L'enregistrement va cesser là tout de suite, mais je reste en ligne pour échanger avec celles et ceux qui le souhaitent sur cet atelier, comme pour tout simplement se congratuler de cette belle année.